Duval, Thierry Vermeil, Béatrice Réor, Jean-Pierre Fenouil qui donne pouvoir à Denis Sabon, Alexandra Cambon, Corinne Martin qui a donné pouvoir à Alexandra Cambon, Xavier Moureau qui a donné pouvoir à Christophe Régnier Duval, Christelle Jablonski qui a donné pouvoir à Nicolas Paget, Céline Kramer, Claudine Maffre, Fanny Lozin-Jeudi, bonjour, Jean-Pierre Blairon qui a donné pouvoir à Béatrice Réor, Marie-France Laureau, Bernard Vaton, ben oui, je vous ai vu, évidemment, Carole Normani, Louis Biscara qui a donné pouvoir à Martial Kesta, Georges-André Fleury qui a donné pouvoir à Denis Brunet, Martial Kesta, Sandrine Clise, Denis Brunet, Jean-Pierre Pazero, Aline Landrin, Claude Bourgeois, Céline Benex qui a donné pouvoir à Valérie Andrès, Pierre Marquesto, Joël Eckmayer, Valérie Andrès, Patrice Dupont, Jonathan Argenson, Marcel Arsac, Catherine Gaspa, Denis Sabon et Marie-Thérèse Galmard. Le quorum étant atteint, je vous propose de désigner comme secrétaire de séance Jonathan Argenson. Pas de difficulté pour la classique, toujours à l'unanimité. C'est voilà. Bon ben merci beaucoup. Alors vous avez été destinataire de la liste des dernières décisions prises par le président et le bureau sur délégation du Conseil. Est-ce qu'il y a des remarques, chers collègues? Pas de remarques. On passe à l'approbation du procès-verbal du 5 février 2024. Est-ce qu'il y a des remarques également sur le sujet? Pas de remarques, donc je vais vous demander de bien vouloir le voter, s'il vous plaît. Vous venez d'arriver, monsieur? Eh ben oui, mais m'en parle pas. Madame Eckmayer, on n'a pas reçu votre scrutin. C'est bon. Alors, 35 votes, 33 pour, 2 abstentions. Le dossier est adopté, je vous en remercie. Dossier numéro 1, commission intercommunale thématique Habitat, remplacement d'une élue. Donc, il s'agit de la regrettée Madame le maire qui nous a quittés de Courthézon. Et donc, on vous propose de la remplacer par Monsieur Jean-Pierre Fenouil. Est-ce qu'il y a des questions? Non, on passe au vote. Alors, il nous manque le pouvoir de Xavier Moureau et Jean-Pierre. On n'a pas eu ton scrutin non plus, s'il te plaît. Vote pour? Ok. Bon, vous ajoutez un... Si, c'est bon. Finalement, ça marche. C'est bon? C'est bon. Alors, 35 votes, 35 scrutins pour Monsieur Fenouil, qui est élu à l'unanimité, on l'en félicite. Dossier numéro 2, élection des membres de la commission de délégation de services publics, eau et assainissement collectif. Donc on vous propose la liste suivante. 5 titulaires, Denis Sabon, Xavier Marco, Christophe Régnier-Duval, Nicolas Paget et Thierry Vermeil. 5 suppléants, Catherine Gaspa, Pierre Marquesto, Florent Ricou, Alexandra Cambon, Laurent Ruchon. Est-ce qu'il y a des remarques? Non? On passe au vote.
Alors, 35 votes, 27 pour, le dossier, enfin la liste est élue, je vous en remercie. Dossier numéro 3, création tarifaire relative aux frais de gestion de contrôle et de recouvrement aux infractions constatées. Écoutez, il arrive assez fréquemment sur le territoire de l'Interco que les services doivent faire des mises en demeure ou des dossiers d'instruction qui sont surabondantes par rapport au droit commun, et notamment en ce qui concerne des violations d'un certain nombre de réglementations, notamment de propreté par exemple, ou de problèmes sur le domaine routier de l'intercommunalité. Donc on vous propose, conformément au droit en vigueur, de mettre en place, après relance, une amende forfaitaire de 250 €. Est-ce qu'il y a des questions, chers collègues? Non? On passe au vote. Alors, 37 votants, 35 votes, 35 pour. Le dossier est adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Dossier numéro 4, vente de 2 minibus à la société L'Or Industrie. Donc, il s'agit de la vente de 2 véhicules pour une proposition de 75 000 € hors taxe par véhicule, soit une somme totale de 150 000 € hors taxe à la société L'Or. Est-ce qu'il y a des questions, chers collègues? Non. On passe au vote. Alors, 37 votants, 35 votes, 33 pour, 2 abstentions. Le dossier est adopté, je vous en remercie. Dossier numéro 5, adhésion du Pays d'Orange-en-Provence à la centrale d'achat, réseau des acheteurs hospitaliers. Donc c'est relatif à la fourniture, à l'installation, à la mise en service et à la maintenance de solutions d'impression, de numérisation, de gestion documentaire et de courrier et prestations associées. C'est pour des imprimantes, a priori, voilà, voire et autres matériels informatiques. Est-ce qu'il y a des questions? Non. On passe au vote. Il n'y a plus de piles. Vous enregistrez le scrutin à main levée? Merci. S'il vous plaît. Alors, donc du coup, on va dire 35 votants, 35 pour. Le dossier est adopté, je vous en remercie. Dossier suivant, rapport d'orientation budgétaire, Monsieur Nicolas Paget. Merci Président, bonjour à toutes et à tous. Le point suivant concerne le rapport d'orientation budgétaire 2024 qui vous a été adressé. Je rappelle que le rapport d'orientation budgétaire a pour objectif de faire une rétrospective sur l'année écoulée et de fixer les grandes orientations pour l'année à venir. Nous avons commenté d'ores et déjà ce rapport d'orientation budgétaire en commission des finances, mais on va le recommenter ensemble aujourd'hui. Ce rapport d'orientation budgétaire met en exergue que notre collectivité a été frappé fort, comme toutes nos collectivités, par la crise inflationniste actuelle. Alors c'est évidemment une crise inflationniste liée à la conjoncture mondiale, à la crise ukrainienne, mais aussi une inflation monétaire. On a injecté beaucoup d'argent, c'est le quoi qu'il en coûte, et aujourd'hui ce quoi qu'il en coûte a des répercussions sur nos territoires, sur nos collectivités, sur nos entreprises, et c'est bien ce qu'on retrouve aujourd'hui dans nos dépenses de fonctionnement de toutes nos collectivités. On va rentrer dans le détail sur l'exercice de 2023. On a des dépenses de fonctionnement qui, comme dans toutes les collectivités, sont frappées par cette inflation, comme je vous disais, et nos dépenses de fonctionnement ont progressé de près de 14% sur l'exercice 2023, avec un focus sur les charges à caractère général qui bondissent de près de 12%. C'est le coût de l'éclairage,
c'est le coût des fluides, c'est le coût des énergies, c'est le coût des fournitures, c'est tout ce qui nous frappe aujourd'hui au quotidien, y compris dans nos vies privées. Le deuxième axe d'augmentation, c'est évidemment les dépenses de personnel. Alors il y a un volet évidemment glissement vieillesse technicité, et puis il y a aussi les mesures gouvernementales qui ont été prises successivement sur l'année 2023 et qui vont nous frapper cette année sur une année complète. Et donc on a nos charges de personnel qui ont augmenté de 7,67% sur l'exercice 2023. On a l'augmentation également de nos charges financières puisqu'on a levé un emprunt en partie pour 3,750 millions d'euros avec comme objectif de financer la déviation de la RN7. On a toutefois une baisse des autres charges de gestion courante qui diminue de 5%. C'est lié au versement que nous effectuons à l'Office de tourisme intercommunal. Vous savez qu'on a pris la délibération que lorsque les résultats sont bons à l'Office de tourisme, on ne verse pas ou tout ou partie la subvention. C'est le cas, c'est ce qui nous permet de baisser les dépenses de ce chapitre. Un chapitre qui en général sur nos collectivités ne baisse pas puisque ce sont nos contributions obligatoires et en général elles augmentent. C'est le cas pour nos contributions pour le SDIS et puis pour le collège et toutes les autres contributions qu'on peut avoir sur nos différentes collectivités. Des dépenses qui augmentent et des recettes qui sont plutôt stables, qui ont bougé de 3,11%, essentiellement dû à la revalorisation des bases par l'État, puisque nous avons maintenu l'intégralité de nos taux sur cette collectivité comme sur les nôtres, et des recettes exceptionnelles liées à la vente de l'ancien siège de la CC Pro. Mais là encore, vous le savez, le divorce avec Sorgue et Bédaride n'est toujours pas bouclé, et nous avons encore pour quelques mois devant nous. Voilà pour le fonctionnement. En termes d'investissement, ça a été une année d'investissement. Malgré la crise, malgré la conjoncture, on a investi fort sur le territoire intercommunal et on a des dépenses d'équipement qui ont bondi de 21%. C'est parce que nos projets étaient arrivés à maturité également et on était en phase opérationnelle et vous l'avez vu sur tout notre territoire, partout, on a investi beaucoup pour notre cadre de vie, pour la voirie et pour l'ensemble des compétences qui concernent l'intercommunalité. Des recettes d'investissement qui, elles, sont également en forte hausse, liées aux excédents d'investissement antérieurs qui avaient été reportés, liées à l'affectation des résultats de fonctionnement et évidemment à l'emprunt que je vous ai évoqué tout à l'heure. Ce qui nous donne une situation en termes de résultats satisfaisante puisque la section de fonctionnement présente un résultat à 2,2 millions d'euros, auxquels s'ajoutent les résultats de 2022, 2 436 000 euros, ce qui nous donne un résultat de clôture de 3 655 000 euros pour la section de fonctionnement. Pour la section d'investissement, on a un résultat de 2 200 000 euros, on avait un résultat reporté de 1 473 000 euros, ce qui nous donne un résultat de clôture définitif de 732 000 euros. Toutefois, il nous reste des RAR, et notamment en dépenses, pour 1 178 000 euros, et un petit peu en recettes pour 38 000 euros, ce qui nous donne une section à moins 413 000 euros. Et donc, il vous sera proposé au prochain conseil communautaire d'affecter de la section de fonctionnement 413 000 euros pour solder ce besoin de financement. Voilà dans les grandes lignes pour 2023. Je vous laisse bien sûr lire avec attention le contexte économique qui vous est présenté dans le rapport d'orientation budgétaire. Vous avez aussi un volet sur les dépenses de personnel. Encore une fois, à effectif constant, on a un poste dépenses de personnel qui évolue puisque toutes les mesures gouvernementales qui ont été prises en 2023 vont nous concerner sur une année complète cette année et donc avoir un impact significatif sur notre 0,12 et puis le glissement vieillesse technicité qui se poursuit. On a un focus également sur la dette. Alors effectivement, vous avez l'emprunt qui a été levé partiellement l'an dernier pour la déviation qui réapparaît. Et on arrive aux autorisations de programmes et crédits de paiement, au nombre de 5 cette année qui vous seront proposés, avec un nouvel APCP pour la restructuration de l'avenue de Courrèges à Orange. Et on retrouve toujours la requalification du secteur gare à Courthézon, le PEM d'Orange, la requalification du boulevard d'Aladier et l'Argent-Sol à Orange. Vous avez également le PPI qui vous est présenté dans ce rapport d'orientation budgétaire. C'est une pièce obligatoire du rapport d'orientation budgétaire. Pour autant, il n'est pas exhaustif. Il présente les principales orientations qui sont portées sur les années à venir. Et vous retrouvez là encore à la fois les PPI, les APCP, et puis d'autres chantiers qui vont nous concerner dans les années à venir. Les orientations pour 2024, on les connaît.
on sait que l'inflation va encore nous frapper fort sur nos dépenses de fonctionnement et que donc nos mesures de résilience qu'on a mis en œuvre à la fois à l'intercommunalité et dans nos communes vont devoir se renforcer sur nos dépenses de fonctionnement pour toujours permettre de maintenir une capacité d'autofinancement et d'investir sur notre territoire, puisque c'est ce qui est attendu, c'est qu'on investisse sur ce territoire. Des dépenses de fonctionnement qu'on va devoir contenues avec des recettes qui sont à tonnes et tout à fait stables pour 2024. En investissement, on va poursuivre notre programme avec les APCP qui vous sont présentés, la déviation de la RN7 et puis le pôle d'échange multimodal qui va également se poursuivre. On a essayé de ventiler ces dépenses d'investissement avec l'amélioration du cadre de vie. C'est près d'11 millions d'euros qui sont fléchés pour l'aménagement des voiries et des espaces publics avec les modes actifs, avec les modes doux, les pistes cyclables qui se déploient partout sur nos territoires, avec le développement urbain, et puis le cadre de vie, la qualité de vie dans l'espace public, les corbeilles, les cendriers, les distributeurs de sacs, les rotophiles, tout ce matériel qui est indispensable également pour faire de nos centres-villes des lieux agréables à vivre. Un axe sur la dynamisation du territoire et le développement économique pour 156 000 euros, et un axe sur les eaux pluviales et prévention des inondations pour près de 250 000 euros. Voilà les grandes lignes pour le budget principal. On a ensuite les budgets annexes qui vont poursuivre leurs activités sur l'année 2024. Je vous propose qu'on regarde avec attention les exercices 2023 pour ces budgets annexes. Un budget annexe de l'eau qui présente une section d'investissement excédentaire à 498 000 euros et une exploitation à 1 619 000 euros. C'est un budget qui fonctionne à plein régime et qui ne présente pas de difficultés particulières. Un budget assainissement qui, lui, par contre, est marqué par des investissements particulièrement forts, puisque vous le savez, on a financé sur l'exercice 2023 la steppe de Jonquière et de Caderousse. On a une section investissement qui ressort à moins 15 000 euros, une section d'exploitation à plus 106 000 euros, mais on a des RAR en investissement, ce qui nous donne un besoin de financement de 700 000 euros. On affectera donc, on vous proposera d'affecter les 106 000 euros de l'exploitation sur l'investissement et on aura donc une section d'investissement qui va rester déficitaire sur quelques exercices pour supporter ces investissements massifs pour le territoire de Jonquière et de Caderousse. Grange Blanche, alors Grange Blanche, chaque année je vous dis qu'on va le clôturer, chaque année il est là, donc il n'est pas encore clôturé et il ne va pas se clôturer encore cette année puisque nous arrivons au terme de ce budget annexe, 1 550 000 euros en besoin en investissement, 1 550 000 euros en fonctionnement. Toutefois, on a un terrain qui va être vendu à une autre société puisqu'il n'a pas été construit dans les délais qui ont été fixés par le règlement de la zone et donc on va lui racheter avec une dévalorisation de 10% pour le remettre en vente derrière. Donc on va avoir à nouveau cette année sur ce budget annexe des mouvements de dépenses et de recettes qui vont impacter ce budget annexe. Le budget annexe prestations de services, vous le savez, c'est un budget annexe qui monte en puissance. C'est toutes les prestations que l'intercommunalité propose à nos communes et on est toujours présent pour solliciter l'intercommunalité en la matière pour mutualiser nos dépenses. Le budget du SPANC, le plus petit budget qui présente un solde de 265 euros. Le budget mobilité qui lui présente un solde de 306 000 euros en investissement, 907 000 euros en exploitation. Ça y est, c'est un budget qui commence à rentrer dans un rythme de croisière. On encaisse enfin l'intégralité de nos recettes. On a un excédent assez important en exploitation. Ceci étant dit, la DSP va être revalorisée. Donc là encore, ça fait partie des revalorisations tarifaires qui nous frappent. Et donc une grosse partie de cet excédent d'exploitation sera consommée par cette revalorisation de la DSP. Et la gestion des déchets, là encore, un budget annexe qui a pris son rythme de croisière, 664 000 euros en excédent d'investissement, 2 436 000 euros en fonctionnement, des besoins de financement en RAR de 724 000 euros. Donc on aura effectivement un solde de 724 000 euros en la matière qui sera viré de la section d'exploitation. Je vous ai balayé dans les grandes lignes ces orientations 2023-2024. Comme toutes nos collectivités, je vous le redis, on est frappé fort par cette crise inflationniste. On est frappé également par toutes les compétences et les injonctions contraires qui
qui nous mobilise chaque jour un peu plus. Pour autant, on a résisté, on a bien résisté. Nos excédents le montrent, on fait des meilleurs excédents que l'an dernier. La photo est correcte, je l'ai dit au président, je l'ai dit en commission des finances, mais les trajectoires de nos collectivités nous appellent à être particulièrement vigilants et à poursuivre nos efforts en matière de résilience et de pilotage à l'euro près de nos fonctionnements pour toujours conserver des capacités d'autofinancement et investir pour notre territoire. Voilà, Président. Merci beaucoup pour ce brillant exposé, comme de coutume, Monsieur le Premier vice-président. Est-ce qu'il y a des interventions, je suppose, chers collègues? Oui, Madame Normani. Oui, bonjour à tous. Donc je considère effectivement qu'on a une photographie qui est plutôt bonne de nos finances, mais depuis 2021, à chaque robe, vous alertez sur la difficulté de la trajectoire et l'effet ciseau qui s'annonce. Donc si on poursuit effectivement cette trajectoire, on va avoir effectivement des dépenses de fonctionnement qui vont être inférieures aux dépenses des recettes de fonctionnement qui vont être inférieures aux dépenses de fonctionnement, créant ainsi un déficit. Donc la conséquence à terme, si on ne rétablit pas cette trajectoire, c'est que lorsqu'on dépasse un déficit de 5%, c'est la Cour des comptes qui reprend la main sur notre fiscalité et nos finances. Donc on n'aura plus la maîtrise de ce que l'on souhaite faire. Donc moi, la question, c'est effectivement, pour l'instant, on a réussi à contenir certaines dépenses, on a réussi à maintenir un certain niveau d'investissement, mais quid de l'avenir? Dans la conclusion que vous proposez dans le ROB, il est fait état de demandes de subventions systématiques, donc certes c'est un plus, mais les montants récupérés restent incertains. Vous invoquez également le contexte économique et géopolitique, je vous l'accorde, il n'est pas favorable, mais on va peut-être éviter de prier pour qu'il s'améliore, parce que là encore, ça me semble encore plus hasardeux. Donc voilà, sachant que les dépenses ne peuvent pas être comprimées à l'infini, je voulais savoir vraiment quelle est la stratégie en fait de la communauté de communes dans les 10 prochaines années pour pouvoir éviter cet effet ciseau qui s'annonce. C'est un sujet qu'on a abordé en commission des finances. Si votre question c'est est-ce qu'on se dirige vers une augmentation d'impôts, la réponse est non. On n'est pas en train de regarder le verre à moitié vide comme vous, Madame Normani. Je vous l'ai dit en commission des finances, cette crise, elle ne vient pas de difficultés de gestion ou de choix de gestion de notre part. Elle est liée au fait qu'on doit s'adapter aux mesures gouvernementales qui nous frappent. Encore une fois, c'est déjà du point d'indice sur le 0,12, cette crise inflationniste qui est liée au quoi qu'il en coûte, c'est pas notre choix. Mais comme je vous l'ai dit en commission des finances, cette crise aussi, c'est une formidable manière de nous repenser et de repenser les collectivités de demain. On est en train d'écrire et de construire les collectivités de demain. On est en train de repenser notre mode de fonctionnement avec agilité, avec résilience. Partout sur nos collectivités, on repense notre fonctionnement, on repense notre façon de faire, on repense notre façon d'agir au quotidien pour satisfaire toujours l'usager en bout de chaîne. Donc encore une fois, d'abord, la Cour des comptes n'est pas encore devant la porte, je vous le rappelle, parce qu'on a des excédents cumulés et on présente plus de 3 600 000 € et qu'elle reprend la main au-delà des 5% de tous les budgets confondus. Donc on n'y est pas encore, je peux vous rassurer, elle est encore à Marseille, elle n'est pas encore devant la porte. Et je peux vous assurer que les mesures de gestion qu'ils ont mises en œuvre dans chacun des services, et je salue tous les chefs de service aussi qui contribuent à cet effort de résilience dans nos collectivités, nous adaptent et nous permettent d'être tout à fait résilients et d'avancer avec sérénité sur les 10 prochaines années. Je vous remercie, Madame Normani, pour votre satisfecit qui nous touche, parce qu'on n'y est pas forcément toujours très coutumier, donc je sais aussi remercier quand c'est le cas. Moi, je vous le cache pas, hein, je suis un peu inquiet, mais pas que pour l'Interco, pas que pour la commune d'Orange, mais pour toutes les collectivités locales de France, en vérité. Parce que comme vous le savez, je siège aussi au département et à chaque fois, à chaque rapport d'orientation budgétaire au conseil départemental, je dis en gros ce qu'on nous prépare, c'est la fin des collectivités locales. Comment on le fait? On asphyxie financièrement les collectivités. On les asphyxie comment? On leur donne moins de leviers fiscaux propres.
et on leur fait des compensations à la TVA, ce qui est actuellement fait alors depuis très longtemps pour le conseil départemental. Le conseil départemental n'a plus aucun levier fiscaux et on commence à le faire pardon, excusez-moi, pour les communes et les intercos, notamment quand on nous a supprimé pour les communes la taxe d'habitation. C'est-à-dire qu'on nous remplace la taxe d'habitation à un instant T par une compensation à la TVA, donc assise sur la consommation, et on va nous dire dans quelques années, alors là où sur une recette fiscale, il y a les bases et les taux. Les bases sont arrêtées par l'État et dépoussiérées chroniquement. Les taux peuvent être à la maîtrise de la collectivité. Bon. Et on nous supprime ce qu'on appelle le levier fiscal en nous le compensant par de la TVA. Et comme c'est assis sur la consommation et comme la consommation baisse parce que les 60 dernières années, le pays s'est plutôt appauvri qu'autre chose, et ben après, le pouvoir central viendra dire à toutes les collectivités et toutes colorations politiques confondues, sauf celles qui sont dans la majorité, comme on peut prendre l'exemple d'Avignon l'été dernier, qui a eu 4 millions d'euros de dotation comme ça sortis du chapeau, ben on va nous dire, eh ben non, la consommation est moins bonne, les recettes de l'État sont moindres, donc on va vous baisser votre compensation à la TVA. Tout en nous augmentant, comme l'a dit très bien Nicolas, nos charges fixes et en nous mettant dans une situation d'inflation. Bon. Pour le coup, moi je suis très inquiet parce que s'il n'y a pas un redressement à la tête de l'État, je pense que quand on voit le déficit public et la dette publique de la France, il y a de quoi s'inquiéter aussi pour nos collectivités parce que, rappelons-nous, il n'y a pas si longtemps que ça, je crois que c'était sous François Hollande, on avait 1500 milliards d'euros de dette publique. On a pris le double en 10 ans, on est à 3000 milliards, sans compter ce qu'on appelle le hors bilan, merci. Hors bilan, c'est tout ce qui n'a pas été budgété dans les dépenses à venir, nos retraites, etc., et qui là évalue la dette publique à 7000 milliards d'euros. Bon, cette dette, elle ne nous appartient pas, elle n'a pas été créée par le Trésor français. Cette dette, elle est à la main de créanciers qui sont des puissances financières étrangères. Et moi, je suis toujours un peu inquiet qu'un jour nos créanciers, qu'ils soient du Golfe, du Proche-Orient, de la Chine ou des États-Unis, etc., viennent toquer à la porte pour nous demander l'argent qu'on leur doit. Bon, ça m'inquiète véritablement. Et quand je vois malheureusement le ministre de l'économie nous dire il faut faire 10 milliards d'euros d'économie, donc il va taper sur les collectivités, comme ça a été fait déjà préalablement sous François Hollande. Et dans le même temps, on apprend qu'on va débloquer une aide spéciale de 3 milliards d'euros pour l'Ukraine. Donc moi, c'est ce genre de pilotage un peu à l'aveugle qui m'angoisse beaucoup, sachant qu'en plus, je le rappelle, on est le pays le plus imposé de l'OCDE, je crois que c'est 47% ou 46% le taux de prélèvement, donc ce qui fait de nous le pays le plus imposant de l'OCDE et donc du monde pour des services publics où partout où vous vous tournez, on l'a vu très fréquemment et je pense qu'on était tous d'accord pour le soutenir, l'hôpital public, on le voit aussi pour la justice, on le voit aussi pour la police et on le voit pour les collectivités. Donc moi je me pose la question du où va l'argent. J'ai pas de religion faite sur le taux d'imposition, pour peu que l'argent revienne à celui qui a travaillé durement pour le transmettre à l'État. Voilà. Bon, vous allez me dire que je dépasse, mais je suis plus inquiet encore. Je suis inquiet par la situation des collectivités en général, mais par celui de la France en particulier, même si c'est un peu un effet... Bon. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ce contexte-là? Effectivement, comme l'a dit Nicolas, on mutualise, on apprend à travailler autrement, c'est-à-dire on ne court pas à l'inflation des embauches, là où ça pourrait être facile de le faire et où là c'est un petit peu la spécificité. Dans ce contexte-là, on a un taux d'absentéisme qui est quand même très très bas par rapport à notre collectivité, donc ça veut dire que les agents travaillent dans de bonnes conditions. Vous avez vu les ratios et de fiscalité qui sont paradoxalement pas les meilleurs de notre strate, mais on a un taux de réalisation et de dépenses d'équipement qui est sensiblement supérieur à celui de notre strate. J'ai lu dans la presse très récemment que nos collègues voisins de la CCSC, enfin de la CASC maintenant on dit, de l'Interco de Monteux, etc., avaient fait un plan pluriannuel d'investissement où sur 3 ans ils allaient investir 11 millions d'euros. C'est ce que, avec la puissance financière de Sorgue, c'est ce que décaisse chaque année l'Interco du Pays d'Orange en investissement. Bon. Et on n'a pas les recettes des Sorgues du Comtat quand même. Donc c'est qu'on a d'ores et déjà des services qui travaillent à faire de l'investissement visible et difficilement contestable, que ce soit à Jonquière ou à Caderousse, que ce soit à Courthézon, que ce soit à Châteauneuf dans l'année prochaine avec le parking qui est budgété et qui va être lancé, que ce soit à Orange où là c'est un peu plus, on y est un peu plus habitué. Donc dans ce contexte-là, je trouve qu'on s'en sort plutôt bien et je suis plus inquiet pour mes voisins, pour le coup, que pour nous, sachant qu'en plus, on vous a fait un développement dans le rapport d'orientation budgétaire
où cette fameuse... alors, ce n'est pas la CCSC, c'est les communes de Sorgues et Bédarrides, pour qui il y a toujours un litige pendant et qui nous doivent tant en emprunts, c'est-à-dire qu'en plus, sachez qu'on porte sur notre dos des emprunts qui ont été pris par Sorgues et Bédarrides et qui sont toujours portés par notre interco, donc ce qui nous dégrade nos capacités à emprunter et nos ratios aussi, c'est-à-dire qu'on a une partie d'endettement qui n'est pas le nôtre, qui appartient à Bédarrides et Sorgues, et que malheureusement l'arrêté préfectoral, et alors que toutes les délibérations concordantes avaient été prises pour que cet emprunt soit parti dans les collectivités qui sont parties à la casque, on les porte toujours, c'est-à-dire qu'on fait toujours porter aux Orangeois, aux Cadéroussiens, aux Châteaunevois, aux Jonquiérois et aux Courtaisonnais, excusez-moi, j'avais oublié, une dette qui n'est pas la leur en termes d'équipement. Donc ça nuit à nos ratios, ça il faut le savoir aussi. Il en va de même pour de la trésorerie et même pour des recettes qu'on nous doit. Tout ça accumulé, arriver à s'en sortir et à investir plus que nos voisins directs, je le dis sans inimitié, hein, c'est qu'on doit quand même plutôt bien gérer. Bon, donc ça nous permet de voir l'avenir peut-être moins sombre que ce que le voit la plupart de nos collègues des intercos, parce que la situation des intercos est quand même assez mauvaise en France. Nous, la nôtre est plutôt bonne, mais elle est plutôt bonne parce que, j'allais dire, puisqu'on en parle souvent, que ce soit à l'interco ou à la commune, parce qu'on fait du véritable développement économique, non pas par de l'affichage ou par de la pépinière d'entreprise, même si je n'ai rien contre sur le principe, mais par du véritable investissement qui fait venir des entrepreneurs, qui fait venir des travailleurs, qui permet justement d'avoir des communes convenablement desservies, j'allais dire, parce que ça joue aussi. Et chacun des maires, et je les félicite, et chacun des vice-présidents fait ce qu'il peut dans son domaine aussi pour améliorer la qualité de vie. Le but de cette intercommunalité et notre credo, si j'osais, au sein du bureau, c'est de faire l'interco de la qualité de vie, avec une véritable multimodalité, avec un véritable art de vivre à laquelle Claude est particulièrement attaché. Je parle pour lui, même si normalement nul ne plaide par procureur. Donc voilà, c'est dans ce contexte-là qu'on travaille, mais il est évident, et je vous rejoins, Madame Normani, que si l'État remettait un peu à flot les collectivités qui le méritent, elles pourraient aussi le faire, ou si elles laissaient un peu plus d'autonomie fiscale, il est évident qu'on ne se questionnerait pas pour savoir comment on réduit le coût. Je vais vous donner un autre exemple. Vous avez une autre intercommunalité très proche de la nôtre. Là, celle-là, c'est la CCAOP. Elle ne s'est pas embêtée, elle a créé le foncier. Ça lui fait 1 million d'euros de recettes supplémentaires. Pour quel résultat, hormis un McDonald's avorté? Je suis méchant, je suis très méchant, excusez-moi, c'est pas très sympa, en plus il n'est pas là. Mais très sincèrement, c'est à se questionner. Bon. Je ne vais pas rentrer dans ce type de détails-là, mais comme l'a dit Nicolas, on n'est pas non plus sur le fait de créer un nouveau levier fiscal, ce qui a été fait par toutes les intercommunalités. Pourquoi? Parce qu'on estime qu'on est déjà un des départements les plus pauvres de France, que oui, ça nous ferait des recettes en plus, mais moi je préférerais que l'État rende alors aux habitants du pays d'Orange ce qu'il lui prend, et qui est quand même assez conséquent, plutôt que de lui remettre une couche de fiscalité sur la tête, alors qu'il est déjà bien assommé avec. Donc voilà, mais après, moi je ne lis pas dans la tripe de poulet. Si effectivement l'État central continue de taper sur les collectivités, de nous laisser de moins en moins de marge de manœuvre et de filer des dotations exceptionnelles, entre guillemets, aux copains, ou à ceux qui ont la même coloration politique qu'eux, comme on l'a vu de manière assez stupéfiante, je le redis encore, l'été dernier avec Avignon. Oui, au bout d'un moment, si vous étranglez quelqu'un, s'il sait se défendre, il pourra s'en sortir. Mais si c'est quelqu'un qui fait 50 kilos et qu'il a un catcheur sur la trachée, au bout d'un moment, il va s'étouffer, comme tout le monde. Et là, moi, je n'ai pas de secret contre ça, à part un changement drastique à la tête de l'État. Mais je le reconnais, ce n'est pas le sujet ici. Voilà. Oui, Madame Normani. Si jamais il y a d'autres interventions des collègues, avec plaisir. Oui, allez-y, je vous écoute. Oui, j'entends bien que vous, depuis 4 ans, vous pleurez sur votre sort. Donc, bien sûr que le contexte n'a pas été facile. Mais à un moment donné, ce qu'on attend d'un président ou d'un maire, c'est bien de prendre des décisions pour apporter des réponses à ces situations. Et là, je trouve que le fait de simplement accuser l'État, pleurer sur son sort, n'apporte pas de solution. Je pense qu'on est en sous-investissement en termes de développement économique. Je l'ai dit et redit à chaque robe.
Je trouve qu'il n'y a aucune projection réelle dans vos APCP, dans vos PPI sur éventuellement ce développement économique. Bien sûr, on refait les routes, on refait les trottoirs, on met même 1,5 million dans une bordure de Maine de 200 mètres. Je l'ai dénoncé à plusieurs reprises, des dépenses pour moi qui me semblent complètement inutiles dans le contexte actuel. Je pense aussi qu'on a engagé pas mal d'études, de pré-études pour des projets qui n'ont jamais abouti, donc des pertes également de sommes assez importantes. Donc voilà, moi je trouve qu'il y a vraiment un problème de fond, de manque d'attaque sur un sujet plus structurel que conjoncturel, c'est-à-dire qu'on manque de développement économique dans le pays d'Orange et que ce problème-là n'est toujours pas à la hauteur de l'attente qu'il y a en termes de finances et d'équilibre financier pour les 10 années qui arrivent. Voilà. Je vais laisser le président répondre, mais je me permets d'intervenir sur quelques points. Madame Normani, les résultats qui sont présentés aujourd'hui à plus de 3 600 000 euros, ils ne viennent pas du Saint-Esprit. Et ils viennent évidemment de choix de gestion et d'action de la gouvernance. On ne fait pas de conférence de presse à chaque fois qu'on travaille sur un dossier de demande de subvention, où on va chercher nos partenaires pour pouvoir aboutir nos projets structurants pour le territoire. On ne fait pas de conférence de presse à chaque fois qu'on va visiter une entreprise, qu'on monte au salon de l'immobilier d'entreprise à Paris pour accueillir de nouvelles entreprises sur notre territoire, où on fait des rendez-vous avec les services de la POP et les entreprises sur le territoire situées sur une commune qu'on va déménager sur une autre commune de notre territoire pour qu'ils puissent faire x5 en nombre d'emplois. On ne fait pas de conférence de presse à chaque fois qu'on est autour de la table avec les services de l'État pour ouvrir des zones économiques, comme c'est le cas en ce moment sur lequel on travaille pour Grange Blanche 3 à Jonquière, où j'assiste à de nombreuses réunions, y compris avec les services de l'État pour faciliter son émergence. Donc on ne communique pas sur toutes ces actions qui sont menées, mais je peux vous assurer que tout le monde est au travail en la matière. Merci. Je regrette, Madame Normani, parce que je croyais qu'on était parti sur une nouvelle dynamique un peu de construction, et puis finalement, je me suis planté. Tant pis pour moi, ça m'apprendra. Je vous ai cru de bonne foi pendant 2 minutes, mais j'y suis pas arrivé, c'est pas grave. Écoutez, je pense que vous m'écoutez pas, mais c'est assez chronique chez vous. Trouver que je pleure quand je vous explique qu'on fait en 1 an ce qu'une des intercos les plus riches du Vaucluse fait en 3. J'ai les larmes qui manifestement ont les pouces vertes quand même, qui aident à la végétation assez massive. Je pense que mes collègues présidents et autres membres du bureau aimeraient savoir pleurer autant que moi. Maintenant, si ça vous met mal à l'aise que j'attaque l'État parce que vous en êtes une fervente défenseur, ça c'est encore autre chose, je comprends, mais j'avais essayé de faire la dichotomie. Mais puisque vous m'y forcez, effectivement, je mange les raisins verts que vos choix électoraux font payer à tous les Orangeois, à tous les Cadéroussiens, à tous les habitants de cet interco. Voilà. Je regrette votre mauvaise foi. Non, parce que vous êtes continuel. Il y a eu débat, vous avez pu poser 2 questions. Vous pouvez aller voir votre collègue Anthony Zilio, vous verrez comment ça se passe, les échanges dans les intercos ou dans les communes, où là, pour le coup, il ne donne la parole que par groupe. Donc vous imaginez, là, je vous ai laissé 2 fois la parole, vous allez redire des bêtises, on va éviter. Est-ce qu'il y a d'autres collègues qui veulent prendre la parole? Monsieur Questa, Monsieur Brunet, allez-y. Oui, bonjour à tous. Je voudrais faire une remarque à caractère général, en fait. J'ai pris la peine d'écrire un petit texte, ce qui n'est pas coutume. Je l'ai intitulé donc Jonquière, la commune volontairement oubliée. Quand on regarde sur la carte, quand on regarde sur Internet, Jonquière, c'est vraiment une commune française située dans le département de Vaucluse, avec 5300 habitants, 24 km². Donc Jonquière est présent. Par contre, dans l'Europe 2024, bien qu'il soit, M. Paget, très détaillé, et je vous rejoins aussi, M. le Président, sur les difficultés politiques, dans l'Europe 2024, donc, Jonquière n'apparaît pas. Dans les précédents Europes, 2022-2023, Jonquière n'apparaissait pas non plus. Alors, n'apparaissait pas, je veux dire que dans la liste des investissements, on peut être plus précis, réalisés ces dernières années, Jonquière n'est pas présent, ni au PPI 2024-2025. Jonquière est absent. Aucun travaux réalisés en 2022, 2023, 2024 pour Jonquière. Jonquière est la commune volontairement oubliée. Alors, je vous entends penser, Monsieur le Président, vous allez me dire, la station d'épuration.
Bon, la station d'épuration, c'est un cas particulier puisqu'elle est financée par les Jonquiérois. Oui, c'est vrai, il y a eu des travaux réalisés l'année dernière, mais encore une fois, c'est financé par les Jonquiérois. Donc 4 communes se partagent allègrement et sans état d'âme le gâteau des investissements de 10 à 12 millions par an. C'est le président de la CCPOP qui tient le couteau, qui partage. Ça veut tout dire pour moi. À la CCPOP, les parts ne sont pas égales. La commune d'Orange, la plus riche, a la plus grosse part. À la commune la plus défavorisée, il ne reste que les miettes. Mais qu'a donc fait Jonquière pour mériter ça ? Alors, dans un récent conseil communautaire, M. Thierry Vermeil, qui est vice-président en charge de l'habitat, les logements et d'autres, s'est substitué à son collègue M. Paget, vice-président des finances, pour nous expliquer, à l'appui de chiffres donc, de 2020, des chiffres vieux de 4 ans, qu'il ne peut défendre Jonquière pour les investissements, car Jonquière coûte plus cher que les autres communes en fonctionnement. Et que Jonquière bénéficie en plus, ne devrait pas se plaindre, puisque Jonquière bénéficie d'un pacte financier favorable, des attributions de compensation élevées, etc. etc. Bon. Alors moi, je vous dis clairement, je suis sceptique vis-à-vis de ces chiffres-là de 2020. Parce que nous pouvons cependant constater, depuis 4 ans donc dans l'Europe, que ce rapport d'orientation budgétaire ne présente aucun résultat financier en fonctionnement et en investissement, que ce soit des recettes ou des dépenses, par commune. Par commune. Les résultats sont globaux, mais aucun détail par commune. Et de plus, la CCPOP doit être la seule commune de France qui ne sait ou qui ne peut calculer correctement les dépenses par commune et qui donc les arrondit au nombre d'habitants. Ça, c'est très curieux. Et je pense qu'en France, il n'y a pas beaucoup de communes, enfin d'intercommunalités qui fait ça. Bon. Donc voilà, je suis sceptique. En plus, aucune CLET n'est faite depuis 4 ans. Normalement, la CLET, c'est une commission qui justement analyse des dépenses, les recettes réelles par commune. Et puis, je pense que cette analyse est importante, puis c'est dommage de ne pas la faire, parce qu'on pourrait s'apercevoir en fait les dérives qu'il peut y avoir sur des finances ou d'une commune, que ce soit sur un sujet ou l'autre, et avoir une comptabilité plus précise et plus analytique de ce type-là permet aussi de mieux contrôler nos dépenses ou ce qui dérive, ce qui va mal. Voilà, donc aucun chiffre par commune pour le fonctionnement. Par contre, l'Europe, lui, il présente en investissement des chiffres. Et encore une fois, sur les investissements pour Jonquière, il n'y en a pas. Alors en conclusion, si une commune venait à coûter plus cher, comme vous l'avez dit, en fonctionnement, il faudrait peut-être lui accorder quand même un minimum d'investissement, mais faire une balance et compenser en fait, que ce soit pour Jonquière ou autre, parce que il y a du mouvement quand même. On a eu une crise inflation, on a eu une crise inflationnaire, etc. Comme vous l'avez dit, la tendance est très mauvaise. On a un nombre d'habitants des fois qui fluctue, qui varie. Donc puisqu'on arrondit au nombre d'habitants, le montant des dépenses n'est pas forcément les mêmes. Donc je pense qu'il faudrait faire une analyse financière plus détaillée donc, tous les ans pour pouvoir mieux contrôler donc, nos finances. Et puis au moins avoir une équité fonctionnement-investissement pour que ça soit égal pour tous. Parce que je pense que ce n'est pas Jonquière finalement qui coûte la commune la plus chère, vu qu'en investissement, il n'y a rien. Bon. Bref, à la CCPOP, on ne peut constater que la logique, le partage, l'équité, la clarté ne sont pas de mise. On ne peut qu'en constater aussi que le vice-président qui représente Jonquière, un peu trop crédule, ne défend pas sa commune, qu'il n'apporte rien, et qui trahit par son inaction les Jonquiérois. Voilà, je voudrais, comme Mme Maffre l'avait dit une fois, il faut rétablir la vérité, il faut dire la vérité. Je pense qu'à la CCPOP, par contre, le mensonge, les faux prétextes, la discrimination contre Jonquière est présente. Et encore une fois, ce ROB le démontre, Jonquière n'est pas là en investissement. Voilà, c'est une attitude pour moi regrettable qui ne fait pas honneur à la CCPOP. Je vous remercie de votre attention. Excusez-moi,
Oui, Madame Maffre, je vous en prie. Si je me permets d'intervenir, c'est que ça va dans la complémentarité de Monsieur Brunet. Donc ça vous permettra de répondre à la question de Monsieur Brunet et à la mienne en même temps. Elles sont complémentaires. Je m'apprêtais à prendre la parole, effectivement. Je pensais bien que Monsieur Brunet allait le faire, puisque au niveau du PPI, effectivement, et de l'évolution de celui-ci, la commune de Jonquière n'apparaît pas. Donc j'avais une question effectivement complémentaire à l'adjoint aux finances de Jonquière, qui est la suivante, puisqu'il me semble avoir bien compris que pour qu'une commune profite, je dis bien profite, reçoive de l'argent de la CCPOP qui lui permettent de réaliser des investissements, arrêtez-moi si je me trompe, il fallait que cette commune, c'est ce qui se passe pour toutes les communes voisines, mettre la main à la poche au minima à hauteur de 10%, ça c'est ce que j'avais retenu. Donc, concernant le PPI, je voulais savoir si, en bureau des maires, où les grandes orientations sont certainement débattues, c'est ce que je veux croire, si en commission des finances, il y avait un dossier chiffré émanant de la ville de Jonquière qui permet, et pour ce qui concerne la ville de Jonquière, il n'y a pas encore eu de débat d'orientation budgétaire. C'est prévu, mais j'aurai cette même question. Donc, on va peut-être anticiper au cours de cette séance. Est-ce qu'il y a un dossier qui a été chiffré, qui a été déposé par la ville de Jonquière, puisque vous savez, vous connaissez la particularité de Jonquière, mais je pense que élus d'opposition comme élus de majorité sommes attachés au développement de notre commune. Donc moi, et on nous reproche, à nous, conseillers communautaires, à Thierry Vermeil, vice-président d'opposition au sein de la ville, de ne pas défendre des dossiers auxquels nous n'avons pas accès. En tout cas, personnellement, je ne suis pas au courant. S'il y a eu un dossier chiffré, je le redis, de déposer, quel est-il? Voilà. Merci de bien vouloir éclairer ma lanterne. Je vous remercie, Madame Maffre. Non, il n'y a pas eu de dossier chiffré. Il y a eu effectivement une liste de courses de la part de la ville de Jonquière. Bon. Monsieur Brunet, je regrette un peu votre intervention parce que, d'une part, sur les chiffres, vous avez beau dire que ça a 4 ans, c'était vous-même en première instance qui avez demandé à ce qu'on mandate. On a mandaté un cabinet qui a transmis tous les chiffres, et quand il y a eu restitution, vous n'avez pas décroché un mot, ce qui est quand même un peu dommage. C'était le moment de les contester. On pourra vous les retransmettre. Il y a parfois une certaine... je ne les ai pas contestés. Pardon, je ne vous ai pas interrompu, je vais vous demander de ne pas m'interrompre. Si vous ne les avez pas contestés encore, c'est encore plus simple. Moi, je suis un peu... mais vous n'étiez pas là quand j'en avais déjà parlé, parce qu'en plus, ça s'était relativement bien passé quand même. Jonquière est l'une des communes historiques de la CCPRO. C'est une des communes fondatrices en 92 avec Alain Milon, Alain Rangebonne et d'autres. Bon. Vous me dites, on ne sait pas combien ça coûte par commune, cet interco. Mais c'est tout le problème, c'est que nous, quand on a été intégrés de force dans cet interco, c'était comme ça que ça fonctionnait. C'est-à-dire que, je vais vous donner un exemple tout bête, la compétence voirie a été transmise unilatéralement, sans aucun calcul de charge ni de coût, et donc on se retrouve à plus pouvoir refaire le calcul derrière. C'est infaisable, ça vous a déjà été expliqué. C'était le fonctionnement de cette interco, qui était à laquelle votre maire a dirigé, a co-dirigé pendant... vous faites le calcul, de 92 jusqu'à 2018, qu'on soit intégré de force et qu'il y ait un changement de majorité. Ça, c'est le premier point. Donc ne me reprochez pas aujourd'hui ce qui a été mis en place par votre équipe, même si vous n'étiez pas élu à l'époque. Parce que je vous rappelle quel était le fonctionnement de la CCPRO avant qu'on arrive. Tout investissement était financé par l'emprunt et par l'emprunt non fléché, ce qui explique notamment le problème qu'on a aujourd'hui où il a fallu qu'on fasse bon an mal an à l'habitant, puisqu'on ne pouvait plus flécher ce qui avait été emprunté. Donc ça, ces errements que vous regrettez à juste titre, adressez-vous à monsieur le maire de Jonquière pour lui demander pourquoi ça s'est passé comme ça. Moi, je trouve que c'est effectivement, je vous rejoins, je pense que c'est dommage. Ensuite, alors vous dites, oui, c'est payé par les Jonquiérois, la station d'épuration.
il y a quand même des travaux d'ingénierie qui n'ont pas été à votre charge, ou des travaux de suivi de chantier qui ont été à la charge de l'Interco. Je veux bien qu'une partie ait été payée, mais pas que, d'une part. Et d'autre part, j'attire votre attention sur le fait que cette compétence, nous l'avons à l'Interco que depuis 2018, et qu'il a fallu refaire de manière drastique cette station d'épuration, pour un montant de 2,4 millions d'euros TTC, alors que votre équipe est en place depuis 1989. Donc c'est un sujet que nous avons pris en urgence parce qu'il y avait des problèmes sanitaires. Je ne veux pas rentrer dans le détail, mais si vous me tirez dessus, vous prenez des risques à ce que je vous riposte, Monsieur Brunet. Ça, c'est un petit peu embêtant. Bon. Après, vous trouvez que c'est Orange qui tient le couteau et qui divise le gâteau, mais vous plaisantez. Vous plaisantez, Monsieur Brunet. On a une Interco, vous semblez l'oublier, qui est à 43% dans le coût de fonctionnement, les frais de fonctionnement, à 43%, c'est les attributions de compensation. 43%. Vous êtes une commune qui coûtait et vous êtes une commune qui percevait le plus. Vous percevez l'équivalent de 500 000 euros de la part de cette Interco chaque année. Et on vous a déjà dit, si vous voulez faire des travaux, je vous rappelle qu'en début de mandat, on vous a proposé de baisser les attributions de compensation, pour répondre un petit peu à la question de l'autre opposition, pour donner un peu d'oxygène à cette Interco. Vous avez refusé. Bon, donc vous avez des sous, vous n'avez pas voulu revenir dessus. Vous avez, moi je ne veux pas me pencher dessus, mais vous avez un fonctionnement qui est assuré par l'Interco. Dans, je le répète, 43% de coûts de fonctionnement dans cette collectivité, c'est les attributions de compensation. La moyenne nationale, c'est 25%. Donc, encore une fois, on est une Interco qui mise beaucoup sur la solidarité. Mais la solidarité, ce n'est pas à sens unique. Cette Interco, et les Orangeois, les Caderoussiens et les Courtaisonnais payent pour que vous ayez des attributions de compensation positives. Si vous trouvez que vous êtes, je vous l'ai déjà dit, Monsieur Brunet, je l'ai déjà dit à Monsieur le maire de Jonquière, si vous trouvez que vous êtes maltraité au pays d'Orange en Provence, la porte est ouverte, il n'y a pas de difficulté. D'autres l'ont prise, la porte. C'est celle de la commune de Bédaride, par exemple, qui s'est retrouvée, qui est dans la même situation que vous, qui est passée d'une attribution de compensation positive, donc c'est-à-dire les autres communes participaient à son fonctionnement, à une attribution de compensation négative. C'est-à-dire que maintenant, chaque année, Bédaride paye pour pouvoir rester dans cette Interco. Je crois que le maire de Bédaride, actuel, qui ne l'a pas décidé, le regrette amèrement, et je crois qu'il en va de même pour les habitants de Bédaride. Et je me rappelle avec fracas les propos du maire de Jonquière qui disait « Ah ben, il y a des intercophiles, il y a des intercophobes, et moi je prends mon bâton de pèlerin pour aller trouver une interco qui va nous accueillir. » 4 ans plus tard, puisque vous les recitez 4 ans plus tard, où en sont vos démarches? Nulle part. Donc, si vous n'avez pas trouvé d'interco d'accueil, c'est parce que vous êtes particulièrement bien traité dans cette interco et que les autres intercos auprès desquels vous avez postulé ne vous promettent pas de situation d'accueil, d'aide à l'ingénierie et de réalisation, quoi que vous en disiez, parce que même quand vous avez de l'argent, on vous fait des réalisations, mais ça ne va encore pas. Bon, peut-être pas au volume que vous souhaiteriez, ça c'est encore autre chose, mais au bout d'un moment, c'est un peu une attitude d'enfant gâté, parce que c'est le cas, et où vous dites, ouais, vous en faites pas assez, nanana, je vais taper des pieds par terre. Mais encore une fois, la porte est ouverte, Monsieur Brunet, moi, il n'y a pas de difficulté. Et quand effectivement on travaille, comme l'a dit Nicolas, à recevoir les services de l'État ensemble, avec votre directeur des services, avec Nicolas, avec nos services à nous, pour faire avancer Grange Blanche 3, qui est un dossier qui est devenu de la compétence de l'Interco, mais qui a un arriéré depuis 20 ans. C'est-à-dire qu'on ne va pas refaire le débat, mais ce sont deux terrains qui se jouxtent à Courthézon et à Jonquière. À Courthézon, c'est fini depuis belle lurette. À Jonquière, ça n'a toujours pas avancé. Et c'est nous qui nous devons, 20 ans après, tenir ce dossier parce qu'il n'a pas été porté par une équipe qui est en place dans la majorité de l'Interco depuis 92, en tout cas de 92 jusqu'à 2019 si vous le souhaitez, et on vient nous voir, nous, 4 ans après, pour nous dire vous n'avez pas avancé, vous ne faites pas de travaux. Mais cette commune est tenue par la même majorité depuis 1989. Donc s'il y a des problèmes, ce que encore j'aimerais vérifier, ça n'est pas du fait de cette équipe-là. J'aimerais bien un peu de gratitude de temps en temps de la part de Jonquière, ça serait pas illogique. Et encore une fois, venir avec un projet, avec une liste de courses, effectivement, comme l'a dit Madame Maffre, même pas chiffré par vos services, pas budgété, et dont, entre nous, à partir du moment où c'est la compétence de l'Interco, c'est aussi à l'Interco de voir quelle est la priorité. Quand on voit certaines voiries qui étaient dans un état catastrophique et qu'il a fallu qu'on refasse, ici comme ailleurs, au bout d'un moment, vous ne pouvez pas... il y a des limites, si vous voulez, à l'incorrection.
Est-ce que vous souhaitez répondre? Court, oui, très court. Alors, c'est oui par rapport à ce que vous dites, mais non. Alors, dans le sens comme je vous ai dit, en fait, sur le manque d'investissement pour Jonquière, je vous rejoins sur notre épargne nette. Nous avons une épargne nette, il faut dire les chiffres, et je les sors là du rapport qui avait été fait. L'épargne nette pour Jonquière, c'est moins 900 000 euros. Oui, comme vous l'avez dit, on a un pacte financier qui nous est favorable. Et cette épargne, en fait, cette épargne est compensée par les autres communes. On rajoute les attributions de compensation de 510 000 euros, ça fait 1,4 million. Oui, dans le fonctionnement, comme je vous ai dit, Jonquière bénéficie d'un pacte financier et de l'aide, et je vous en remercie pour le fonctionnement, puisque Jonquière, de ce côté-là, a une épargne nette négative. Par contre, ce que je vous fais remarquer, c'est que si vous faites la somme chaque année des investissements qui sont réalisés dans les communes, imaginons, il y a eu des ronds-points de réalisés, il y a eu des routes de réalisés, c'est au coût chaque fois de 2, 3, 4 millions. Ben vous faites la somme des deux, c'est Jonquière qui est perdant. Jonquière n'a aucun investissement, donc si vous prenez un investissement de 3 millions dans une commune et que Jonquière est en épargne nette de moins 1,5 million, eh ben, Jonquière n'a rien. Donc c'est Jonquière, vous faites la somme, Monsieur le Président, du fonctionnement de l'investissement, ben, ce n'est pas Jonquière qui coûte le plus. Et ça, il faut le dire au point de vue chiffre. Et c'est ça que je vous dis aujourd'hui. Voilà. Mais sinon, je suis tout à fait reconnaissant du pacte financier et des attributions de compensation que l'on a. Voilà. Je vous remercie. Oui, donc vous reconnaissez être bien loti dans cet interco, mieux loti que n'importe où vous avez pu candidater. Et pour on n'a pas candidaté. Mais on n'a pas candidaté. Écoutez, ça a été dit noir sur blanc par Monsieur le maire dans la presse. Bon, donc si après vous avez changé d'avis, pas de problème. Mais vous ne pouvez pas demander à avoir de l'argent en numéraire alors que vous coûtez et avoir des travaux à même hauteur auprès des autres communes qui ou redressent leurs comptes ou sont pourvoyeuses. Tout à fait, mais pas à la même hauteur. Si vous voulez des travaux sur les compétences qu'on fait, il n'y a pas de difficulté. Vous nous dites, écoutez, on veut tel projet-là, on l'a chiffré à temps sur la compétence de l'interco, baissez-nous d'autant les attributions de compensation. Non, il n'y a pas de difficulté. Non. Oui, évidemment. Non, mais attendez, écoutez-moi bien. Le beurre, l'argent du beurre et les yeux du beau crémier. Pas du tout. On veut simplement... complètement. Non, ce qu'on reproche, c'est un manque d'équité. Nous reconnaissons avoir un fonctionnement et une épargne nette négative. Donc nous reconnaissons un fonctionnement dépendre du fonctionnement des 4 autres communes. Oui, vous avez raison de ce côté-là. Par contre, il n'y a aucun investissement de fait de notre côté. Donc si vous ajoutez le moins du fonctionnement et le zéro de l'investissement, ça fait qu'on est tout le temps perdant. Ce qu'on demande simplement, nous, on ne demande pas de refaire toute une avenue, on ne demande pas des travaux énormes. Dans notre petite liste de courses, comme vous l'appelez, et c'est le nom qui est juste, ce n'est pas des travaux phénoménaux. On demande des trottoirs, on demande des éléments de sécurité pour nos enfants, on demande des petites choses comme ça. Mais vous n'êtes pas capable de les chiffrer, Monsieur Brunet ? Donc on va les chiffrer pour vous. Non. Si vous êtes prêt, on est capable de les chiffrer, Monsieur le Président. Je suis preneur. On est capable de les chiffrer, on est capable de vous donner les sommes, et on vous a même dit qu'on était d'accord en fait pour des fonds de concours. Voilà. Mais nous on demande des petits travaux de 200 000, 300 000, 400 000, 500 000 euros, pas plus. Voilà. Pas plus parce qu'on sait qu'en fonctionnement, on n'est pas bien loti. Voilà. Mais c'est l'ensemble des deux que vous ne comprenez pas. C'est l'ensemble des deux. Brunet, pour vous, c'est parce qu'en fonctionnement, on est en négatif, on ne mérite aucun investissement. Brunet, et on voit des 3, des 4 millions, des 6 millions de dépensés par-ci par-là. C'est ça qui n'est pas logique. Monsieur Brunet. Et c'est ça la discrimination qu'on vous reproche, Monsieur le Président. L'intégralité des membres du bureau sont ou récemment maires ou sont maires depuis un mandat juste avant. Ils ont tous redresser leurs finances, essayer de gérer au plus serré, investissent hors dans leur champ de compétences, et l'Interco vient sur des axes effectivement majeurs. Votre majorité tient cette ville depuis 1989, je ne suis pas sûr que les investissements pleuvent non plus, donc les investissements ne pleuvent pas sur la partie municipale, les financements abondent de la partie intercommunale vers la partie municipale, et vous nous reprochez aussi de ne pas investir, c'est-à-dire que il n'y a rien qui va, mais c'est de notre faute.
Parce que je ne suis pas sûr que le montant des investissements à Jonquière soit les 500 000 € qui soient mis chaque année par l'Interco depuis le pacte financier et fait faire des investissements magnifiques à Jonquière. En tout cas, je ne les ai pas encore vus. Hein. Ben si. Donc j'aimerais savoir si ça va si. ailleurs. Là, vous devriez venir un peu plus à Jonquière. Parce que pour le moment... bah oui, mais j'y passe assez souvent. Parce que pour le moment, à part avoir la sensation de vous maintenir sous perfusion de la part de l'Interco, j'ai du mal à voir les investissements de Jonquière. Hein. Moi, j'aurais été vous, j'aurais pas vraiment axé sur cette attaque-là. Mais là, vous changez de sujet, Monsieur le non, Président. Ça n'a pas de rapport. Là, vous commencez à attaquer Jonquière sur ses finances locales. Non, et c'est pas du tout le sujet. Budgétez-nous, si vous êtes prêts à baisser le montant de l'attribution de compensation, parce que nous, on est excédentaire, on remet, et c'est pour vous, on ne voit pas d'investissement arriver. Si vous êtes prêt à faire un effort financier et à mieux gérer vos finances, il n'y a pas de problème, on fera plus d'investissement. D'accord, je vous prends au mot. D'agrément. Monsieur le Président, je vous prends au mot. On va baisser de 10% nos attributions de compensation, et en contrepartie, vous nous accordez quelques millions en investissement. Vous êtes d'accord? Ben, on investira à hauteur des efforts financiers que vous aurez faits. Vous êtes sous perfusion. Enfin, mais non, mais j'ai jamais vu ça, en fait. Vous êtes sous perfusion de cette interco financière et vous avez des exigences. Moi, j'ai été élevé, quand les gens rendent service, on dit merci. Voilà, c'est tout. Mais si le pouvoir nous permettait, si la réglementation nous permettait de vous enlever votre attribution de compensation, vous arriveriez à clôturer votre budget, Monsieur Brunet? Je suis pas sûr. Hein. Monsieur le Président, je suis pas sûr. Écoutez-moi bien, je vous dis merci pour le fonctionnement. Vous l'entendez? Jonquière vous remercie pour le fonctionnement et pour le pacte financier. Maintenant, Jonquière ne vous dit pas merci pour le manque d'investissement qui est zéro depuis plusieurs années, même pour des trottoirs et des bêtises. Et bon, j'en ai terminé parce qu'on ne va pas aller plus loin. Même à la commune, malheureusement, sur le budget sur lequel on abonde. Vous aviez un projet, c'était une médiathèque, et il s'arrête. C'est de ma faute aussi? Non, mais là, vous revenez sur notre gestion locale. Oui. Non, mais vous n'avez... Attendez, vous voulez que je commence à parler de ce qui se passe aussi à Orange, vous pouvez. Sur ce que Carole Normani a dit, etc. Vous sortez du sujet et vous noyez le poisson. Monsieur le Président, vous sortez du sujet de l'Interco en attaquant Jonquière sur sa finance locale. Ben oui, parce que ça fait des années que les Cadéroussiens, les Orangeois, les Châteaunevois et les Courtaisonnais payent pour Châteauneuf, que si vous n'arrivez pas à sortir des investissements, pour Jonquière, pardon, si vous n'arrivez pas à sortir des investissements, c'est pas de notre faute, et nous, on a des dépenses obligatoires qu'on fait quand il y a un besoin et quand il y a une entente. Vous êtes sous perfusion, vous n'avez pas voulu baisser vos attributions de compensation, vous nous faites une liste de courses à hauteur de plusieurs millions d'euros qu'en plus vous n'êtes pas capable de chiffrer, et en plus vous êtes mécontent parce que vous trouvez que ça manque de transparence. Si vous voulez parler de transparence, on en parle, mais on en parle totalement, on n'en parle pas que de la partie qui vous arrange. Président, je voudrais vous rappeler en fait les investissements qu'on a fait sur Jonquière les dernières années. Nous avons pour 600 000 € rénové complètement donc la gare. Nous avons fait les investissements, la mise aux normes en fait de toutes les écoles. Nous avons terminé l'école Boucher. Nous allons créer cette année donc un city park. Nous allons un city stade. Nous allons rénover donc des places, de l'investissement. Je pense que vous êtes aveugle, vous passez vous voyez que les habitants, nous en avons. Vous voyez que les habitants de l'Interco vous permettent de faire des investissements. Mais pas du tout. Pas du tout. C'est pas avec vos fonds propres. Hein. Mais pas du tout. Nous, ce qu'on reproche... Enfin, je pense que je m'adresse à un sourd, je suis désolé, je ne veux pas vous insulter, mais c'est un dialogue de sourds sur lequel je pense que vous ne voulez pas comprendre qu'il n'y a pas d'équité entre le fonctionnement et l'investissement. Et je reconnais très bien que... Si cette interco vous traite mal, Monsieur Brunet, comme vous l'avez dit, la porte est ouverte. Ben, très bien. Vous avez une belle mentalité, Monsieur le Président. Oui, pas de problème. Et vous verrez si vous êtes aussi bien traité ailleurs. Et parlez-en à vos collègues de Bédaride. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui, Madame Maffre. Merci. Oui, je veux faire très court, simplement pour faire part de mon inquiétude pour la ville de Jonquière, parce que j'ai bien compris vos positions respectives. La mienne, c'est celle de la commune. Je suis très inquiète. Pourquoi? Parce que ce discours, je le connais, je l'entends, des petits morceaux de trottoir par-ci, des petites choses par-là, on vous demande ça. Non, il y a un gros programme d'aménagement sur la ville de Jonquière, route de Causan. On va avoir besoin de mise en sécurité des Jonquiérois, on a besoin de voiries, on a besoin de beaucoup de choses
pour faire évoluer le secteur nord de Jonquière. C'est de la compétence de l'Interco, puisque voirie, et là je constate en effet que rien n'a été prévu, et j'ai bien compris que ça partait de la ville. Donc voilà, je voulais faire part de ma grosse inquiétude, et puisque M. Brunet, et j'en finirai là, vous dites qu'on est mal loti, je ne vous le fais pas dire, M. Brunet, la faute à qui? Merci beaucoup. Ce qui devait être dit ayant été dit, on prend acte, c'est ça? Allez, on prend acte. Merci à tous. Ensuite, dossier suivant. Non, c'est une prise d'acte. C'est une prise d'acte. Alors, dossier numéro 7, monsieur le Premier vice-président. Merci. Le dossier numéro 7 est une délibération administrative et comptable. C'est l'imputation d'investissement des biens meubles inférieurs à 500 €. Vous le savez, tout ce qui est inférieur à 500 € doit être considéré comme du fonctionnement, sauf à ce que par délibération, on en détermine une liste pour qu'on puisse le passer en investissement. C'est le cas. On avait déjà passé cette délibération. On est amené à la reprendre. Donc ça concerne les premiers équipements des candélabres en ampoule LED, les harnais et coques de protection des outillages, les casques de télécommunication, les luminaires, les porte-manteaux, les équipements liés aux achats de vélos, les anneaux arceaux de parking pour les vélos et racks à vélo. Est-ce qu'il y a des questions? Non? On passe au vote? Alors, 37 votants, 35 votes, 35 pour. Le dossier est adopté. Je vous en remercie. Dossier suivant, toujours Nicolas. Merci. Le dossier suivant concerne la durée des amortissements des investissements. C'est une délibération là aussi qu'on a déjà passée, mais comme on passe à la nomenclature M57, on est obligé de représenter cette délibération. À noter que la M57 impose du coup le démarrage des amortissements dès la mise en fonction du bien et non pas au 1er janvier de l'année suivante. C'est le petit changement et vous avez le tableau des durées d'investissement pour chaque bien et chaque dépense liées à nos opérations. Est-ce qu'il y a des questions? Non? On passe au vote. Jean-Pierre, on n'a pas eu ton scrutin. Alors, 37 votants, 35 votes, 35 pour. Le dossier est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Dossier numéro 9. Même chose que le dossier précédent, si ce n'est pour le budget annexe des déchets, puisque c'est un budget qui passe également à la nomenclature M57. Je vous rappelle, eau assainissement en M49, mobilité en M43, GB2 en M4. Et donc, le budget annexe des déchets passe en M57. On prend donc cette délibération relative aux durées d'amortissement. Est-ce qu'il y a des questions? Non? On passe au vote. Madame Clis, je crois qu'on n'a pas eu votre scrutin. Alors, 35 votes, 35 pour. Le dossier est adopté. Je vous en remercie. Dossier suivant, toujours Nicolas. Merci beaucoup. Le dossier suivant concerne l'attractivité du territoire avec la mise en place d'une opération de revitalisation du territoire. Je vous rappelle que c'est un dispositif qui a été créé par la loi Élan de 2018 et qui a pour objectif de lutter principalement contre la dévitalisation des cœurs de ville, dossier sur lequel nous sommes particulièrement engagés sur notre territoire. Je le précise en préambule, on est un des seuls territoires en France à mettre en place une opération de revitalisation de territoire, un dispositif ORT, qui est un dispositif qui est souvent employé dans le cadre des opérations Action Cœur de Ville ou Petite Ville de demain. On n'a pas été retenu dans ces dispositifs-là. Donc on a cette démarche proactive de mettre en place un ORT.
C'est salué par l'ensemble des parties prenantes, les services de l'État, l'ORAV et toutes celles et tous ceux qui ont concouru à sa mise en œuvre. On y a travaillé pendant plusieurs mois avec des ateliers participatifs où on a associé toutes les parties prenantes, le département, la région, l'État, le CEREMA, l'ADEME, l'ANA, la NCT. Tout le monde était autour de la table. On a déterminé 5 défis. Découvrir le patrimoine, on le sait, c'est important pour nous. La culture, le patrimoine historique, le patrimoine aussi environnemental sur notre territoire. On a travaillé aussi sur le consommer local, vous le savez, on a cette démarche de défense du commerce de proximité et on y travaille déjà sensiblement sur nos communes. D'apaiser le centre-ville avec les mobilités douces et vous le voyez dans chacune des opérations qu'on réalise sur notre territoire, on intègre les pistes cyclables et les modes doux. Redonner envie d'habiter dans le centre et je crois que ça fait écho aussi à la loi climat et résilience avec cette obligation de consommer 50% en moins des espaces fonciers disponibles aujourd'hui. Ça veut dire qu'il va falloir travailler sur nos cœurs de ville, il va falloir accélérer sur ce sujet, et c'est un des axes qu'on a intégré dans l'ORT, et puis se retrouver. Le président l'a dit tout à l'heure, c'est une volonté partagée de faire de notre territoire le territoire du bien vivre, du plaisir, de la gastronomie, et ça fait partie des défis qu'on s'est fixés. Une fois qu'on a fixé ces défis, on a des fiches actions qui en découlent, 38 fiches actions, et donc qui complètent cette ORT avec des effets juridiques qui va renforcer les droits de préemption urbains et les droits de préemption commerciale qu'on a déjà sur nos communes respectives, Orange et Courthézon, qui a aussi un effet de mise en place du dispositif de défiscalisation de Normandie dans l'ancien, ce qui va accentuer l'attractivité de notre cœur de ville. Ce n'est qu'un moyen, l'ORT n'est pas une solution et une fin en soi, mais en tout cas ce sont des outils qu'on se dote et c'est une feuille de route qu'on met en œuvre et qu'on partage avec l'ensemble des parties prenantes pour les communes d'Orange et de Courthézon, puisque c'est les 2 communes qui participent à cette ORT pour le moment. Encore une fois, il pourra être avenanté et d'autres communes pourront se rajouter dans le temps. Est-ce qu'il y a des questions, chers collègues? Oui, Madame Normani. Oui, donc cette ORT est intéressante et je suis assez satisfaite de voir qu'il y a plusieurs propositions que nous avions faites pendant les élections de 2020 qui ont été reprises, notamment la végétalisation de la ville, la création d'un campus, la création d'un tiers-lieu, la rénovation des immeubles du centre-ville, le développement du cyclotourisme et la connexion des pistes cyclables. Donc ça, c'est pour la partie satisfaction. Vous dites que Action Cœur de Ville, la ville n'a pas été retenue, mais en réalité, Orange n'a pas présenté de dossier. Non, c'est faux, Madame Normani. C'est faux, arrêtez de dire ça. Même attendez. La presse l'avait dit à l'époque. Non, ne dis pas de bêtises. Un dossier vide. Pardon, excusez-moi, un dossier vide. Non, le dossier avait été rempli, envoyé. Nous n'avons pas. Non, mais là, je ne peux pas vous laisser dire n'importe quoi. La ville n'avait pas été retenue et la ville d'Avignon, qui n'avait pas rempli de dossier, avait été retenue par la préfecture. Donc, mais c'est vrai que c'est plus votre côté politique. Donc, arrêtez de raconter n'importe quoi. Ça nous fera des vacances et on vous écoutera peut-être avec plus de sérieux. Continuez, mais ne dites pas de bêtises. D'habitude, je ne vous coupe pas la parole, mais quand c'est trop énorme, je ne peux pas vous laisser dire n'importe quoi. Écoutez, d'une part, je trouve ça très impoli de me couper la parole. Non, mais ça s'appelle la gestion des débats. Vous savez le faire en plus, vous savez couper la parole. Donc, il y a une erreur, mais en plus volontaire et mal intentionnée de dire des mensonges. Je ne vous laisse pas dire des mensonges. Donc, je vous corrige, vous reprenez votre propos, mais vous ne racontez pas n'importe quoi. Même vis-à-vis de vous-même, il faut que je vous corrige. Allez, allez-y. Vraiment, je vous embête ce matin. Je sens que je vous embête. Non, on peut plus. Vous me traitez de dire des bêtises. Vous dites que je dis des bêtises, non. Mais enfin, là, vous dites pas des bêtises. Donné... Vous dites des mensonges. C'est quand même autre chose. Alors, soit par ignorance, soit par malveillance, mais je ne peux pas vous laisser dire des mensonges. La ville d'Avignon n'avait pas rempli Action Cœur de Ville et a été retenue. La ville d'Orange avait retenu le dossier et n'a pas été retenue. Donc, ne racontez pas n'importe quoi. Vous pouvez continuer. Je pourrais vous retourner la même réflexion. Vous dites des mensonges. Bon, voilà. On ne va pas faire 3 heures là-dessus. C'est pas intéressant. Moi, ça ne me pose pas de problème. Il y a des agents qui ont travaillé dessus. Donc, vous pensez que vous attaquez le politique. Ce n'est pas le politique que vous attaquez, c'est l'administratif. Mais comme vous me faites à chaque fois que vous demandez aux agents s'ils ont leur CV, s'ils ont bien leur machin, à raconter n'importe quoi. Moi, ça m'arrange. Parce qu'en fait, quand je sors des conseils municipaux, les agents me disent « Mais qu'est-ce que c'est que cette opposition qui raconte n'importe quoi ?» Donc moi, vous me galvanisez les troupes.
ça m'arrange. Mais moi, j'ai un besoin de vérité qui m'étreint et que je vous transmets. Mais c'est pour vous. Après, vous ne voulez pas l'écouter, vous avez les résultats électoraux qui vont avec. Vous pouvez finir, mais je ne peux pas vous laisser dire des bêtises. Alors, nous allons parler de vérité et de faits, puisque c'est ça qui vous intéresse. C'est mieux. Donc, l'analyse de la situation socio-économique de la ville d'Orange est très claire et elle sanctionne un bilan très négatif. Je relève quelques chiffres parce que c'est important de les rappeler. Donc la ville d'Orange a un taux de chômage toujours très élevé, à 23%, soit 3,3 points de plus que la moyenne du département et 8,5 points de plus que la moyenne nationale. On a une perte de 300 emplois dans les activités industrielles et de construction. On a un taux de pauvreté de 23%. On a une baisse significative de la population orangeoise qui passe derrière Carpentras, puisque aujourd'hui Carpentras a 29 865 habitants. Des commerces vacants en augmentation, avec 110 locaux vides recensés contre 65 dans le rapport de la Chambre régionale des comptes de 2018. Donc moi, je veux bien que vous parliez de mensonges, mais là, les faits sont les faits. Les chiffres sont les chiffres, vous ne pouvez pas les contester, sauf en étant complotiste et en disant que tout le monde tourne tout contre vous et que vous êtes la pauvre petite victime de l'État. Mais voilà, on est habitué à vos jérémiades. Alors, considérant plus exactement la liste des propositions que vous faites sur les actions liées, il y a quand même plusieurs mesures qui me semblent incohérentes au regard de la politique menée jusqu'à présent. Alors tout d'abord, il y a la création de nouveaux locaux sur l'ancienne caserne des pompiers. Je ne comprends pas alors qu'on a 110 locaux commerciaux vacants, donc créer des locaux supplémentaires, je ne comprends pas sur le territoire pour des locaux commerciaux. Ça va dans le même sens que la vente des terrains au nord de la ville pour agrandir l'Intermarché de la Violette, ou encore la préemption et la revente d'une magnifique parcelle arborée pour agrandir Lidl. Donc toujours du commerce et au détriment de garder ces terrains pour développer de l'entrepreneuriat qui ne serait pas du commerce, puisque nous saturons complètement en termes d'offres commerciales sur le pays d'Orange. D'autre part, dès 2021, j'avais demandé que soit réalisé et que me soit fourni un inventaire des friches commerciales et industrielles afin de pouvoir faire un inventaire de nos possibilités d'accueil pour de nouvelles entreprises. Donc je vois que c'est remis à l'ordre du jour, donc a priori ça n'a pas été fait. Vous dites également vouloir faire d'Orange un véritable lieu d'interconnexion efficace pour les mobilités du quotidien, très très bien. Mais je rappelle qu'en juin 2021, la clôture du budget mobilité a retiré 3 millions d'euros du budget mobilité en le versant au budget principal de la ville d'Orange, privant donc ce nouveau budget mobilité de fonds nécessaires pour pouvoir investir. Vous parlez aussi de végétaliser le centre-ville, alors que nous tronçonnons et depuis 2021 des arbres sains et dont l'abattage n'était pas indispensable. Vous parlez également de déplacer la maison des associations en cœur de ville. Alors nous avons plusieurs fois proposé qu'au lieu de déplacer les archives à l'Hôtel Dieu, cet endroit en plein cœur de la ville serait beaucoup plus adapté à l'accueil justement d'un tiers-lieu ou d'associations. Voilà, donc ça c'était pour les remarques concernant les propositions qui sont faites. Et d'autre part, je voudrais attirer votre attention sur le fait que cette convention précise, page 28, article 8, que les élus des collectivités bénéficiaires, donc dont Orange fait partie, donc font partie du comité de projet. Je compte donc sur vous pour nous envoyer par mail l'invitation aux réunions et de nous mettre destinataires des tableaux de bord. D'ailleurs, nous n'avons pas eu en annexe les fiches d'action, de diagnostic, ni la maquette financière qui sont citées dans la convention.
ce qui ne nous permet pas de voir le caractère concret des projets proposés et l'engagement de là où ils en sont. Voilà. Donc, si vous pouviez nous inclure dans ce parcours, ça nous permettrait d'être informés et de pouvoir apporter nos idées et notre regard. Puisque en démocratie, c'est quand même important de faire participer les oppositions. Je me permets de répondre avant le président. D'abord, en préambule, vous ne nous embêtez pas puisque vous nous dites que les résultats financiers sont bons et que vous êtes satisfaite de la mise en œuvre de l'ORT. Donc, on est très content que vous soyez parmi nous aujourd'hui pour le dire. Je me permets malgré tout de rappeler qu'on n'est pas en conseil municipal d'Orange et qu'on est en conseil communautaire. Et je vous propose donc de regarder cette ORT sous le prisme communautaire. En l'occurrence, quand vous parlez du diagnostic qui a été fait, un diagnostic, ça a le principe d'être impartial et d'être froid. Et je vous rappelle que le taux de pauvreté de l'intercommunalité est à 19,5 en moyenne, en deçà de celui du Vaucluse. Et donc, je préférerais qu'on se concentre sur notre territoire. Nous sommes en conseil communautaire. Et comme vous l'avez dit, effectivement, l'ORT concerne plusieurs communes, à savoir Orange et Courthézon. Et quand on parle de création de local commercial dans l'ancienne caserne des pompiers, ça concerne Courthézon. C'est bien pour ça que ça vous semblait incohérent pour la ville d'Orange, parce que ça concerne Courthézon et que c'est déjà fait. C'est un bar à vin et une fromagerie. Je vous invite à y passer. D'où l'impression. C'est pas moi. Hein. Alors. Ok, très bien. Alors, juste une donnée, parce que c'est effectivement des choses qui bougent. Effectivement, le taux de chômage d'Orange en 2021 était de 23%, mais les chiffres de 2022, c'est ça 23, c'est 19%. C'est juste pour info. Quoi ? Non, c'est bon. Moi, j'insiste quand même sur le fait qu'il y a effectivement ce dispositif qui date de 2018 ou 2019 qui s'appelait effectivement ou Action Cœur de Ville pour les villes de plus de 20 000 habitants ou Petite Ville de demain, c'est ça pour les villes plus petites. Et que la suite, en fait, en gros, qu'est-ce que c'était ça? C'était de l'aide à l'ingénierie pour porter quoi? L'ORT qu'on a devant nous, en fait, ni plus ni moins. Et en fait, effectivement, vous avez glosé et ri, Madame Normani, sur le fait qu'on n'avait pas été retenu, mais on a fait le boulot sans. Donc, et d'autres ont eu des subventions pour avoir de l'aide à l'ingénierie pour porter ce projet. Nous, on l'a fait en interne, et je tire un vrai coup de chapeau aux élus et aux services, et notamment le service développement économique, notamment par la voix de Émilie Mathieu, qui a porté ça avec nos partenaires et qui l'a fait de manière très talentueuse, sans qu'on soit subventionné par l'État, à l'inverse de nos collègues des autres communes du Vaucluse, mais on est allé plus vite qu'eux. Bon. Dommage. Donc c'est qu'on ne doit pas si mal travailler que ça. Ce qui nous explique peut-être pourquoi les gens sont contents d'être sur notre interco. Je pense que c'est parce qu'on travaille bien, parce qu'on y apporte une bonne dynamique, effectivement, en termes de transport, en termes de culture, en termes d'investissement, en termes de... C'est pas le paradis, parce que c'est un peu... Tout est toujours améliorable, en termes de sécurité également. Mais je trouve que quand on travaille, on se débrouille pas trop mal. Voilà. Donc moi, on va continuer là-dessus, parce qu'effectivement, ça va nous permettre, comme l'a dit, ça nous donne des outils effectivement pour améliorer la qualité de nos centres-villes, enfin de Courthézon et d'Orange. Et donc, voilà, on juge l'arbre à ses fruits, et je trouve que les fruits sont plutôt beaux. Voilà. On peut passer au vote. Il en reste encore. Alors, 37 votants, 35 votes, 33 pour. Bon, Monsieur Vaton, au moins... Vous, parfois, vous êtes de bon sens, vous auriez pu voter pour, quand même. Pardon, allez-y. On passe au dossier suivant en attendant. Pourquoi vouliez-vous que je vote pour, étant donné que ce dossier, pour moi, fait un constat sur deux villes, notamment sur Orange, plus que sur Courthézon, et non pas sur l'ensemble de la communauté de communes.
Et bien sûr, bien sûr. Alors, Vous savez qu'on a perdu des points dans le dossier à cause de Claudius. Vous ne m'auriez pas laissé ça comme cadeau, on aurait peut-être eu des meilleurs trucs à défendre. Non, je vous charrie. Vous me charriez là encore sur Claudius, mais vous savez très bien que c'est pas moi qui l'ai construit, encore une fois, je le répète. De quoi? Je me permets juste, les autres communes, on a interrogé nos collègues. C'est juste Courthézon et Orange qui ont voulu partir en premier. Ils nous rejoindront sans doute après. Mais ils ont essayé de solliciter, on ne les a pas laissés au bord de la route. Ah non, c'est tout à fait ouvert et ça peut tout à fait s'élargir à Jonquière, à Caderousse et à Châteauneuf s'ils le souhaitent. Ça serait une bonne chose. Ah mais oui, d'accord. Mais on n'est pas en URSS. Et donc du coup, je suis quand même, malgré ce qui peut être dit, un défenseur de la libre administration des collectivités territoriales. Bien sûr. Mais... Donc c'est ouvert. J'avais pas entendu votre remarque. Je remercie mon premier vice-président d'avoir eu l'esprit particulièrement vif comme de coutume. On passe au dossier suivant. C'est pour toi aussi. Oui, je rapporte en lieu et place de Xavier Marcot en son absence un dossier qui concerne l'étang salé de Courthézon, premier espace naturel sensible de Vaucluse, un lieu particulièrement apprécié sur lequel un plan de gestion est à l'œuvre, un plan de gestion 2021-2025, suivi d'une main de maître par Xavier Marcot, par le CEREMA, par notre intercommunalité, par le syndicat mixte de l'Ouvèze provençal dont la vice-présidente est ici dans la salle. Les investissements présagés 2024-2025 demandent une revalorisation du plan de gestion. Et donc à ce titre-là, cette délibération a pour objectif de demander une subvention complémentaire de 80%, soit 79 000 € au CEREMA. Est-ce qu'il y a des questions, chers collègues? Non? On passe au vote? Alors, 35 votes, 35 pour, dossier adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Et je crois que la séance est levée, chers collègues. Merci à tous.